Le jour où mon fils m'a lancé que je devrais avoir honte de vivre en location, j'ai pris une décision. Plus jamais je ne supplierai pour obtenir du respect. J'ai travaillé sans bruit pendant des années, et j'ai fini par acheter ma propre maison. Quand il a essayé de se l'approprier, j'ai appelé la police. Je m'appelle Marle Santo Silva, j'ai 71 ans, et pendant très longtemps, j'ai cru qu'être mère voulait dire tout supporter en silence. Aujourd'hui, installée sur le porche de la toute première maison que j'ai acquise, les yeux posés sur le jardin que j'ai aménagé de mes mains, je comprends que je me trompais. Mais cette prise de conscience m'a coûté des années d'humiliation. Il y a encore un an, je vivais dans un petit appartement en location à Sorocaba. Cela faisait 28 ans que je payais un loyer. 28 ans à entendre mon propre fils me rabaisser, me traiter comme un échec. Ricardo, mon unique enfant, m'a toujours vu comme une charge, surtout depuis qu'il s'est marié avec Camila. Tout a changé un dimanche chaud du mois de mars. Ce jour-là reste gravé dans ma mémoire. Ricardo m'avait annoncé qu'il passerait me voir avec sa famille, alors j'avais prévu un déjeuner spécial. J'avais passé la matinée entière à cuisiner, le poulet rôti qu'il aimait en étant petit, de la farofa, et une salade de pommes de terre. J'ai dressé la petite table de mon appartement, recouverte de la nappe brodée que j'avais cousue moi-même. Quand ils sont arrivés, j'étais pleine de joie. Cela faisait un bon moment que je n'avais pas vu ma petite fille, Luia, 12 ans. C'est une enfant gentille, mais toujours très réservée en présence de son père. Camila, ma belle-fille, m'a saluée avec politesse. Mais dans son regard, j'ai tout de suite perçu quelque chose. Vous savez, ce regard qu'on a quand on juge chaque recoin de votre maison? Nous nous sommes assis pour déjeuner, et j'essayais de créer une atmosphère agréable, en m'enquérant de l'école de Luia, du travail de Ricardo. Il répondait à peine, constamment au téléphone. Camila n'arrêtait pas de commenter le repas, mais ce n'était pas des compliments. « Oh, belle-mère, tu as mis trop de sel. Waouh, c'est vraiment dur, ce genre de choses. » Après le déjeuner, alors que je débarrassais la table, Luia est allée aux toilettes. C'est à ce moment-là que Ricardo s'est levé de sa chaise et a dit quelque chose qui résonne encore dans ma tête. « Maman, tu n'as pas honte de vivre ici. » Je me suis arrêtée, vaisselle à la main. Je l'ai regardé, sans trop comprendre ce qui se passait. Il a continué. « Camila a honte de venir ici. Regarde cette cuisine, maman. Regarde cette salle de bain. Tu as 70 ans et tu es toujours locataire. » J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Camila était debout à côté de lui, acquiesçant d'un signe de tête. J'ai essayé de lui expliquer. « Mon fils, tu sais qu'après la mort de ton père, j'ai dû déménager dans un appartement plus petit. J'économise de l'argent pour. » Mais il n'a rien voulu écouter. Il voulait vraiment nous humilier. « Maman, tous ceux de notre âge ont déjà réussi quelque chose dans la vie. Tu ne sais que te plaindre et te faire passer pour une victime. Quand tu finiras en maison de retraite, au moins tu n'auras pas honte. » Maison de retraite? Il a dit maison de retraite devant sa propre fille. Luia revint de la salle de bain à ce moment-là et comprit que quelque chose n'allait pas. Le silence était pesant. Je tenais toujours les assiettes, tremblante. Camila prit alors la parole de sa voix douce et venimeuse. « Belle-mère, Ricardo a raison. Tu dois faire plus d'efforts. Tu ne peux pas rester complaisante toute ta vie. » Complaisant? Moi qui travaillais depuis mes 18 ans. Moi qui avais élevé mon fils seul après mon veuvage. Moi qui avais toujours tout fait pour offrir le meilleur à ma famille. Mais à cet instant, en les regardant tous les deux à ma table, savourant les plats que j'avais préparés avec tant d'amour, j'ai compris que je ne leur suffirais jamais. Ils partirent peu après, emmenant Luia avec eux, qui me serra fort dans ses bras avant de partir. Je sentais bien qu'elle était triste, mais je ne pouvais rien faire. Je restais seule dans cet appartement, à contempler la table en désordre, la vaisselle qui restait à laver. Je m'assis dans mon vieux fauteuil et pleurai. J'ai pleuré pendant des heures, mais une fois les larmes séchées, quelque chose de différent est né en moi. Ce n'était pas de la colère, c'était une clarté glaciale, une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai regardé autour de moi dans mon petit appartement et je me suis dit, « Marlucie, tu as deux options. Soit tu acceptes de mourir traitée comme une nuisance, soit tu changes cette histoire. » Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pris une décision qui allait complètement changer le cours de ma vie. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Donna Conceição, ma voisine et seule véritable amie. J'ai gardé le secret, car je savais que si quelqu'un l'apprenait, on essaierait de me convaincre que j'étais folle. Mais je n'étais pas folle. J'étais lucide pour la première fois depuis des décennies. Et cette lucidité m'a donné la force nécessaire pour entreprendre le plus grand combat de ma vie. Enfin posséder ma propre maison et montrer à mon fils qu'il avait complètement sous-estimé la force de sa mère. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais économisé pendant des années,
que chaque petite économie, chaque sacrifice consenti, chaque travail supplémentaire accepté constituait une pierre de plus dans la construction de mon rêve. Et après cette humiliation, j'ai décidé que rien ne m'arrêterait tant que je n'aurais pas les clés de ma propre maison. Le lundi suivant, lors de cette humiliation, je me suis réveillée à 5 heures du matin avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant que le monde dormait encore, j'étais déjà debout, à faire des calculs à la table de la cuisine. J'ai pris tous mes relevés bancaires, mes notes de frais, et j'ai calculé exactement combien il me fallait pour la compte sur une maison. Pendant toutes ces années de location, j'ai toujours su que j'achèterais un jour ma propre maison. Depuis la mort d'Antonio, il y a 29 ans, c'était mon objectif. Mais maintenant, après ce que Ricardo m'a dit, ce n'était plus un rêve, c'était une question de dignité. J'ai bu mon café noir, comme je le faisais toujours pour économiser du sucre, et je suis allée me promener dans le quartier. C'était en mars, l'air était frais et je regardais les maisons devant lesquelles je passais avec un regard neuf. Chaque portail, chaque jardin, chaque fenêtre éclairée me rappelait ce que je voulais accomplir. Ce n'était pas seulement un toit au-dessus de ma tête, c'était mon indépendance. Quand Antonio est décédé à 48 ans, j'en avais 42, et Ricardo était un jeune homme de 23 ans, fraîchement diplômé en administration des affaires. Antonio m'a laissé des dettes qui m'ont obligé à quitter l'appartement où nous vivions pour un logement plus petit et moins cher. C'était une période très difficile, mais je la voyais comme un nouveau départ. À cette époque, j'ai commencé à travailler comme commis de cuisine dans une boulangerie du centre-ville. Le salaire était modeste, mais cela m'a donné mon indépendance. Le soir, je faisais des petits boulots à la maison. Je vendais des snacks sur commande pour les fêtes, je préparais des confiseries pour les revendre et je préparais des déjeuners pour des voisins qui travaillaient loin de chez eux. J'économisais chaque centime qui me restait sur un compte épargne que j'avais ouvert spécialement pour acheter ma maison. Ricardo, durant les premières années qui ont suivi la mort de son père, était toujours affectueux avec moi. Il venait dîner le dimanche, me parlait du travail, de ses amis qui allaient et venaient. J'appréciais ces moments. J'avais l'impression d'avoir encore une famille, mais les choses ont commencé à changer lorsqu'il a rencontré Camila. Elle était secrétaire dans l'entreprise où il travaillait, une belle femme soignée, issue d'une famille aisée. Dès le début, j'ai compris qu'elle n'appréciait pas notre proximité. Les visites de Ricardo sont devenues plus fréquentes, espacées. Lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter sérieusement, il est devenu moins présent. Il avait toujours une excuse, engagement avec sa famille, week-end en amoureux, dîner entre amis. Je comprenais, bien sûr, un jeune homme a sa vie, ses projets. Lorsqu'ils se sont mariés, Ricardo avait 40 ans et moi 62. C'était une belle fête dans une salle élégante, financée par la famille de Camila. J'ai fait tout mon possible pour lui offrir un beau cadeau. J'ai acheté une batterie de cuisine très chère, vue en vitrine, qui m'a coûté près de 3 mois d'économie. Voir le sourire de mon fils en valait la peine, mais peu après le mariage, les choses ont complètement changé. Camila a commencé à faire des remarques subtiles sur mes conditions de vie. « Oh, belle-mère, tu devrais chercher un meilleur appartement. »« Waouh, belle-mère, quel quartier dangereux. »« Belle-mère, tu ne veux pas que je t'aide à choisir des vêtements plus adaptés ?» Je répondais toujours poliment, mais intérieurement, j'étais blessée. J'avais l'impression d'être constamment jugée, pas seulement pour l'endroit où je vivais, mais aussi pour ma façon de m'habiller, de parler, de vivre. Pour elle, j'étais toujours incompétente. Ricardo, qui me défendait quand on disait du mal de moi, a commencé à acquiescer à sa femme. « Maman, Camila a raison », m'a-t-il dit. « Tu devrais prendre mieux soin de toi, mieux t'habiller, comme si je ne prenais pas soin de moi, comme si je ne faisais pas l'effort d'être toujours soignée. » Quand Luia est née, je pensais que les choses s'amélioreraient. Une petite fille, ça rassemble toujours la famille, non? Et effectivement, les premières années, c'était comme ça. Je m'occupais de Luia, pendant que Camila travaillait à temps partiel. Cette petite fille était ma joie, ma raison de me réveiller heureuse chaque jour. Je lui chantais des comptines, je lui apprenais des petits mots, je préparais des petits pots spéciaux. Luia m'appelait grand-mère Lucie, cette douce voix qui me faisait fondre le cœur. Le week-end, je l'emmenais au parc, on achetait des glaces, elle me parlait des dessins animés qu'elle regardait, mais en grandissant, j'ai réalisé qu'il limitait nos contacts. Soudain, Camila a commencé à dire que Luia avait trop de devoirs, trop de cours, trop d'activités. « Oh, belle-mère, ça ne marchera pas aujourd'hui. » Luia à l'anglais. « Oh, belle-mère, elle doit réviser pour l'examen. » Belle-mère, elle va à l'anniversaire d'une camarade de classe. Les visites sont devenues plus rares, plus courtes, plus formelles. Je comprenais ce qui se passait. Il m'éloignait de ma propre petite fille, non pas agressivement, mais subtilement, constamment, comme si j'avais une mauvaise influence sur elle. Pendant toutes ces années, j'ai conservé ma routine de travail et d'économie.
Je quittais la maison à 7 heures, travaillais à l'usine de vêtements jusqu'à 17 heures, et le soir, je continuais à faire mes heures supplémentaires. Les week-ends étaient consacrés au ménage, aux courses et à la couture. Je ne me suis jamais plainte de ma vie à personne. J'ai toujours été indépendante, j'ai toujours payé mes factures à temps, je me suis toujours débrouillée seule. Mais dans l'esprit de Ricardo et Camilla, je n'étais que la pauvre vieille femme qui louait, la mère ratée qui n'arrivait pas à s'en sortir, la belle-mère gênante qui avait toujours besoin de quelque chose. Ce dernier aspect m'a particulièrement blessée, car je ne leur ai jamais rien demandé. Au contraire, dès qu'ils en avaient besoin, j'étais là. Lorsque Ricardo s'est retrouvé au chômage pendant quelques mois, j'ai proposé une aide financière. Quand Camilla a eu des problèmes de santé après la naissance de Luia, je me suis occupée de la maison et du bébé sans toucher un centime. Mais pour eux, ces choses-là ne comptaient pas. Ce qui comptait, c'était que je vivais dans un petit appartement, dans un quartier simple, et cela les gênait. Surtout Camilla, qui mettait toujours un point d'honneur à vanter les belles maisons de sa famille et les appartements élégants de ses amis. Ce matin-là, après l'humiliation du dimanche, je me suis arrêtée à l'agence immobilière du quartier, juste pour regarder les maisons disponibles et mieux comprendre les prix. L'agent, un jeune homme sympathique, m'a présenté quelques options. Une maison simple, mais avec un jardin, un garage et de la place pour un jardin. Je suis rentrée chez moi avec une lucidité que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai sorti mon compte épargne et compté chaque centime que j'avais économisé au fil des ans. J'avais une somme considérable, fruit de décennies de sacrifices et de discipline, mais il me fallait encore plus. C'est alors que j'ai décidé d'intensifier mes efforts supplémentaires. J'ai commencé à accepter davantage de commandes de snacks salés, à travailler plus tard, à préparer des desserts et à renoncer à certains des petits luxes que je m'autorisais encore. Chaque réal qui rentrait était un réal de plus sur ma facture de maison. J'ai aussi commencé à chercher du travail de ménage. Je connaissais des dames du quartier qui me disaient toujours combien il était difficile de trouver une personne fiable pour le ménage. J'ai proposé mes services, même si je savais que ce serait un travail pénible pour mon âge. Donna Elena a été la première à m'embaucher. C'était une dame élégante, veuve comme moi, mais dans une bien meilleure situation financière. Elle avait besoin de quelqu'un pour faire le ménage intensif 2 fois par semaine. J'ai accepté immédiatement, sans sourciller devant l'effort physique que cela impliquait. Le travail était vraiment fatigant. Je nettoyais les vitres, scellais les sols, récurais les salles de bain et rangeais les placards. Je rentrais épuisée, avec des douleurs au dos et aux genoux. Mais chaque week-end, chaque semaine, lorsque je recevais mon salaire, j'éprouvais un sentiment de satisfaction que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je n'ai parlé de ces petits boulots à personne, ni à Ricardo, ni à Camilla, ni à Donna Conceição. Quand on me demandait pourquoi j'étais plus fatiguée, j'inventais toujours une excuse. Ça doit être mon âge, disais-je. Je ne dors pas bien, ou alors c'est le temps. Petit à petit, j'ai trouvé d'autres emplois. Grâce à Donna Elena, j'ai rencontré d'autres familles qui avaient besoin d'aide. Bientôt, je travaillais comme femme de ménage 4 jours par semaine, en plus de mon travail habituel à la boulangerie. C'était une routine épuisante, mais chaque centime économisé me rapprochait de mon objectif. Pendant 6 ans, j'ai maintenu cette discipline. 6 ans à me lever à 5 heures du matin, à travailler tard, à économiser tout ce que je pouvais, à rêver du jour où j'aurais les clés de ma propre maison. Ricardo et Camilla n'avaient aucune idée de ce que je préparais. Les rares fois où ils me rendaient visite, j'avais toujours l'air de la même personne. La mère simple, la belle-mère commode, la grand-mère avec qui je vivais dans le petit appartement, qu'ils pouvaient humilier à leur guise. Mais intérieurement, je me transformais. Chaque jour de travail, chaque dollar économisé, chaque sacrifice me rendait plus forte, plus déterminée. Je ne faisais pas que mettre de l'argent de côté pour une maison, je rassemblais le courage de retrouver ma dignité. C'est un après-midi de décembre 2023 que j'ai enfin su que j'étais prête à franchir le pas. Je rentrais de chez Donna Elena, fatiguée mais satisfaite d'une nouvelle journée de travail, lorsque je me suis arrêtée devant l'agence immobilière que je remarquais toujours lors de mes promenades. L'agent, M. Valmir, m'a reconnue pour mes nombreuses visites au fil des ans et m'a accueillie avec un sourire. « Donna Marlucy, comment allez-vous ? Toujours intéressée par l'achat d'une maison ?» J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu « Je suis prête à réexaminer les options. » À cet instant, j'ai ressenti quelque chose de jamais connu auparavant. C'était un mélange de nervosité et d'excitation, mais surtout une confiance inébranlable. Au cours de ces 6 années, j'avais économisé une somme que moi-même je ne croyais pas possible. Chaque effort supplémentaire, chaque centime économisé, chaque sacrifice en valait la peine. Valmir m'a montré 3 maisons cet après-midi-là. La première était trop petite, la deuxième était située dans un quartier très isolé. Mais la troisième était parfaite,
Une maison simple avec 2 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain et un jardin de rêve. Elle avait même une petite buanderie et une place de parking. Elle est vendue par une famille qui a déménagé à Sao Paulo, m'a expliqué Valmir. Ils sont pressés de vendre, donc le prix est très raisonnable. Lorsqu'il m'a annoncé le prix, mon cœur s'est emballé. J'avais exactement ce qu'il me fallait pour la compte et il me restait encore un peu d'argent pour les formalités administratives. J'ai fait le tour du jardin, imaginant où je planterais mes fleurs, où j'installerais un étendoir à linge, où je commencerais un petit potager. Je suis entrée dans les chambres, imaginant ce que ce serait de me réveiller dans une maison qui serait vraiment la mienne. Plus de loyer, plus de propriétaires, plus de peur de déménager. Elle serait à moi pour toujours. Je veux cette maison, ai-je dit à monsieur Valmir avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. Il a souri et m'a expliqué tout le processus. Les formalités administratives, le financement de la partie restante, l'inspection, l'acte de vente. Cela semblait compliqué, mais j'étais déterminée. Ce soir-là, seule dans mon appartement, j'ai regardé autour de moi avec un regard neuf. Bientôt, je dirais adieu à ces murs, à ce plafond bas, à ces voisins bruyants. Non pas que je n'étais pas reconnaissant d'avoir eu un endroit où vivre toutes ces années, mais maintenant, j'étais sur le point d'acquérir quelque chose qui m'appartienne. Les jours suivants, je me suis plongée dans les démarches administratives nécessaires. J'ai découvert qu'acheter une maison est un processus long et minutieux. Certificat, justificatif de revenus, analyse de crédit, estimation immobilière. Chaque document que je soumettais me rapprochait un peu plus de mon rêve. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est à quel point je me sentais différent. Je marchais plus droit, je parlais avec plus d'assurance, je souriais davantage. C'était comme si le simple fait d'acheter ma maison m'avait transformée en une nouvelle personne, digne de respect. Tout au long de ce processus, j'ai gardé le secret absolu. Même Donna Conceição, ma chère voisine, n'était pas au courant. Lorsqu'elle me demandait pourquoi je sortais plus, je prétextais des rendez-vous chez le médecin ou des courses en ville. Non pas que je ne lui fasse pas confiance, mais je voulais que ce soit une surprise pour tout le monde. Ricardo a continué ses visites sporadiques et ses remarques irrespectueuses. Lors d'une de ses visites, en janvier, il a invité Camila et Luia à déjeuner. Pendant le repas, Camila a fait une remarque qui m'est restée en mémoire. « Oh, belle-mère, as-tu déjà pensé à emménager dans une de ces cités pour personnes âgées ? On dit que c'est assez bon marché. » J'ai mâché ma nourriture en silence, mais intérieurement, je souriais. Si seulement elle savait que dans quelques mois, je vivrais dans ma propre maison, dans une rue calme, avec un jardin et tout le nécessaire, mais je préférais garder ma joie pour moi. En janvier 2024, j'ai reçu la nouvelle que j'attendais tant. Mon financement avait été approuvé. Monsieur Valmir m'a appelé tôt un lundi matin pour m'annoncer la bonne nouvelle. Felicitations, Madame Marlucy. Vous pourrez signer le contrat vendredi. En raccrochant, je me suis mis à pleurer, non pas de tristesse, mais d'une joie si intense que je ne pouvais la contenir. À 70 ans, après des décennies de rêves, j'aurai enfin ma propre maison, non héritée, non empruntée, non louée, mais achetée à la sueur de mon front et à la force de ma détermination. La signature du contrat a été l'un des moments les plus exaltants de ma vie. J'étais là, chez le notaire, à signer papier après papier, sachant que chaque signature me rapprochait de la réalisation de mon plus grand rêve. Le notaire, un homme d'âge moyen, m'a félicité. Vous devez être très heureuse, Madame Marlucy. Quella complissement. Et j'étais vraiment radieux, épanoui, fier de moi, comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Toute ma vie, j'avais été définie par d'autres, la femme d'Antonio, la mère de Ricardo, la belle-mère de Camila, la grand-mère de Luia. Maintenant, pour la première fois, j'étais simplement Marlucy, propriétaire de ma propre maison. Le déménagement a été un autre chapitre particulier. J'ai commencé à emballer mes affaires avec un soin particulier, en séparant ce que j'emporterais avec moi. Certains vieux meubles sont restés sur place, d'autres ont retrouvé une nouvelle vie grâce à une rénovation que j'ai moi-même réalisée. Je voulais que tout soit parfait dans la nouvelle maison. Donna Conceição a été surprise en voyant les cartons. « Marlucy, tu ne m'avais pas dit que tu déménageais. » J'ai souri et lui ai dit, « C'est une surprise, Conceição. Je vais dans un endroit meilleur. » Elle était curieuse, mais je lui ai simplement dit qu'elle serait la première à visiter ma nouvelle maison. Durant les dernières semaines passées dans l'appartement, je me suis surprise à observer chaque détail, me souvenant de cet endroit qui avait été mon foyer pendant si longtemps. Ce n'était pas du ressentiment que je ressentais, mais de la gratitude mêlée de soulagement. De la gratitude d'avoir eu un toit au-dessus de ma tête toutes ces années et du soulagement d'avoir enfin déménagé dans quelque chose de mieux. Le déménagement était prévu pour un jeudi de mars. J'ai loué un petit camion et 2 jeunes hommes pour m'aider. En arrivant à la nouvelle maison,
la clé enfin en main, j'ai ressenti une émotion indescriptible. J'ai ouvert la porte lentement, comme par un rituel sacré. « Bienvenue chez vous, Madame Marlucy », a dit l'un des déménageurs. Et j'ai failli pleurer à nouveau. Ma maison. Ces 2 mots n'avaient jamais été aussi beaux. Les premiers jours dans la nouvelle maison ont été remplis de pur bonheur. Se réveiller en sachant que chaque mur, chaque fenêtre, chaque centimètre carré de la maison m'appartenait. Prendre le petit déjeuner dans le jardin, écouter les oiseaux, regarder le soleil entrer par la fenêtre de la cuisine, dormir dans mon lit, dans ma chambre, dans ma maison. J'ai commencé à tout organiser avec soin. J'ai planté des fleurs dans le jardin. J'ai disposé les meubles pour optimiser chaque espace. J'ai accroché des tableaux au mur. Chaque détail a été pensé avec amour, car j'avais enfin la liberté de créer ma maison exactement comme je le souhaitais. C'est durant ces premiers jours que j'ai pris une décision importante. Je ne parlerai pas de la maison à Ricardo tout de suite. Je voulais profiter de cette réussite un moment, juste pour moi. Sans commentaire, sans jugement, sans l'avis de personne. C'était mon moment, ma victoire, ma joie, mais je savais qu'il le découvrirait bientôt. Et quand il le découvrirait, j'étais prête à lui montrer que l'ancienne locataire ratée était devenue une femme indépendante, maîtresse de son destin. Une femme qui méritait le respect, l'admiration et surtout, la fierté de son propre fils. Durant cette première semaine dans la nouvelle maison, chaque soir avant de me coucher, je faisais un petit tour des pièces. C'était mon rituel de gratitude. Remercier pour chaque sacrifice qui m'avait amené là, pour chaque travail supplémentaire, pour chaque centime économisé, mais surtout, remercier d'avoir découvert à 70 ans qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité. Les premières semaines dans ma nouvelle maison furent remplies d'un bonheur que je n'aurais jamais imaginé possible. Je me réveillais chaque jour le sourire aux lèvres, je parcourais les pièces comme si je découvrais des trésors, et chaque petite tâche ménagère devenait un plaisir. Balayer mon jardin, arroser les plantes que j'avais choisies, m'asseoir sur la véranda à contempler la rue. Tout cela procurait un sentiment de liberté particulier. Donna Conceição fut ma première visiteuse officielle. Lorsqu'elle arriva et vit la maison, elle resta bouche bée. « Marlucy, ma fille, comment as-tu eu une si belle maison ?» Je lui souris fièrement et lui racontai tout. Les années de travail, les sacrifices, la détermination. Elle pleura d'émotion et me serra fort dans ses bras. « Tu es un exemple pour nous toutes, Marlucy. Une vraie guerrière. » La reconnaissance de Donna Conceição me fit réaliser à quel point j'avais changé. Je n'étais plus la femme qui acceptait l'humiliation en silence. J'étais quelqu'un qui avait accompli quelque chose d'important par ses propres efforts, et cela me donnait une dignité indélébile. Le week-end, je me consacrais à personnaliser la maison. J'ai peint la cuisine d'un jaune joyeux et installé de nouveaux rideaux, choisis moi-même dans un magasin du centre-ville. J'ai aménagé un coin lecture dans le salon avec un fauteuil confortable acheté en solde. Chaque changement était une déclaration de ma personnalité, de mes goûts, de mon individualité. Le jardin est devenu mon projet personnel. J'ai planté des roses rouges près du portail. J'ai créé un petit jardin d'herbes aromatiques avec des herbes et de la verdure. Et j'ai aménagé un coin avec des plantes grasses qui demandaient peu d'entretien mais embellissaient tout. Chaque matin, après le petit déjeuner, j'arrosais les plantes et je discutais avec elles. Cela peut paraître idiot, mais ces plantes étaient la preuve vivante que je créais de la vie et de la beauté dans mon propre espace. Un après-midi, alors que j'étais dans le jardin en train de m'occuper des fleurs, j'ai entendu sonner à la porte. Derrière le portail, j'ai aperçu une élégante femme d'âge moyen que je ne reconnaissais pas. « Bonjour, êtes-vous Madame Marlucy ?» Ai-je confirmé, et elle s'est présentée. « Je m'appelle Béatrice. J'habite la Maison Bleue au coin de la rue. Je suis venue vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. » Béatrice s'est avérée être une voisine formidable. C'était une enseignante à la retraite, veuve, et elle avait une énergie contagieuse. Nous sommes rapidement devenus amies. Elle m'a parlé des activités du quartier, m'a présenté à d'autres voisines et m'a invité à rejoindre un groupe de marche matinale qui se réunissait sur la place voisine. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu le sentiment d'appartenir à une véritable communauté. Les voisins me respectaient, appréciaient mon opinion et me traitaient d'égal à égal. C'était un sentiment complètement différent de celui que j'éprouvais avec ma propre famille. Là-bas, je n'étais pas la belle-mère agaçante ou la mère ratée. J'étais simplement Marlucy, une femme travailleuse qui avait fondé son propre foyer. Le groupe de marche est devenu l'un des moments forts de ma journée. Nous partions à 6 heures du matin et marchions pendant 40 minutes, parlant de tout, enfants, petits-enfants, santé, recettes, feuilletons télévisés, politique. C'étaient des femmes d'âge et de milieux sociaux différents, mais nous nous traitions toutes avec affection et respect mutuel.
C'est lors d'une de ces promenades que j'ai rencontré le docteur Fernanda, une avocate d'une 50aine d'années qui habitait le quartier et se joignait toujours au groupe le week-end. C'était une femme forte et déterminée qui parlait des droits des femmes et de l'importance de l'indépendance. Ces mots ont résonné en moi. « Marlucie », m'a-t-elle dit un matin après notre promenade. Tu és un exemple inspirant. À 70 ans, être propriétaire seul n'est pas donné à tout le monde. Tu peux être très fier de toi. Et je l'étais. Pour la première fois de ma vie, je me voyais comme une personne admirable, et non comme quelqu'un qui devait s'excuser d'exister. Mes habitudes de travail avaient également changé. Je faisais encore le ménage pour quelques familles, mais avec moins de besoins financiers et davantage par choix. J'utilisais l'argent gagné pour de petits travaux à la maison, pour acheter des choses qui me faisaient plaisir et pour me constituer un fonds d'urgence. Je n'avais plus besoin de compter chaque centime comme avant. J'ai aussi commencé à prendre davantage soin de moi. Je me suis fait couper les cheveux chez un coiffeur recommandé par Béatrice. J'ai acheté des vêtements plus colorés. J'ai commencé à porter un rouge à lèvres discret qui soulignait mon sourire. Ce n'était pas de la vanité, c'était de l'estime de soi, c'était me traiter avec l'affection que je méritais. Un matin, en arrosant les plantes, j'ai réalisé que j'avais complètement changé de posture. Je marchais plus droite, je parlais plus fermement et je regardais les gens dans les yeux avec assurance. Être propriétaire n'avait pas seulement changé ma situation financière, mais avait transformé mon âme. Pendant ce temps, j'avais conservé mon rythme de travail habituel, mais maintenant je quittais ma nouvelle maison. Quand Ricardo appelait sur mon portable, je répondais normalement, mais je ne parlais pas du déménagement. Il appelait toujours rapidement, juste pour suivre le protocole, me demandant si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. C'étaient des conversations rapides et superficielles, où il prêtait à peine attention à mes réponses. Donna Conceição, qui habitait encore l'ancien immeuble, me croisait parfois dans la rue quand je revenais chercher du courrier qui arrivait encore. Marlucie, tu es superbe. Cette nouvelle maison t'a fait tellement de bien, me commentait-elle toujours. Et je me suis sentie véritablement revigorée, comme si on m'avait offert un nouveau souffle. Durant les nuits solitaires à la maison, je repensais profondément à tout ce qui s'était passé. Les années d'humiliation, les sacrifices silencieux, la détermination qui m'avait menée jusque-là. J'ai compris que ce moment d'humiliation, aussi douloureux soit-il, avait été nécessaire. C'était le coup de pouce dont j'avais besoin pour reprendre ma vie en main. J'ai aussi commencé à penser à ce que ce serait quand Ricardo découvrirait enfin la maison, car je savais qu'il finirait par le faire, et quand cela arriverait, j'étais préparée, non par colère ou par désir de vengeance, mais avec la tranquillité de quelqu'un qui connaît sa valeur. Les plantes du jardin poussaient magnifiquement, les roses rouges commençaient à fleurir. Le potager produisait déjà des herbes aromatiques que j'utilisais en cuisine. Tout dans ma vie s'épanouissait, au sens propre comme au sens figuré. C'était comme si j'avais planté des graines de dignité et que j'en récoltais maintenant les fruits. Un après-midi, le docteur Fernanda est venu prendre un café. Alors que nous traversions le jardin en admirant les plantes, elle m'a posé une question qui m'a profondément touchée. « Marlucie, as-tu déjà regretté d'avoir attendu si longtemps pour prendre cette décision ?» J'ai réfléchi un instant avant de répondre. « Je ne le regrette pas, Fernanda. Chaque chose en son temps. Si j'avais essayé plus tôt, ça n'aurait peut-être pas marché. Il me fallait être assez forte pour supporter ces 6 années de dur labeur. Il me fallait être assez mature pour apprécier ce que j'avais accompli. » Elle a souri et hoché la tête. « Tu as raison. Et regarde le résultat. Tu n'as pas seulement acheté une maison, tu es devenue une femme complètement différente, plus forte, plus sûre d'elle, plus heureuse. » Et c'était vrai. J'étais une femme complètement nouvelle, une femme qui n'acceptait plus le manque de respect de personne, pas même de son propre fils. Une femme qui avait découvert sa propre force et qui n'avait plus l'intention de l'abandonner. C'était un samedi matin que tout a commencé à changer à nouveau. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers, lorsque j'ai entendu une voiture s'arrêter devant la maison. J'ai regardé par le portail et j'ai senti mon cœur s'emballer. C'était Ricardo qui conduisait, Camilla sur le siège passager et Luia à l'arrière. Il avait trouvé mon adresse, probablement par une connaissance, ou peut-être avait-il demandé son chemin à la boulangerie où je travaillais. L'important était qu'il se tenait maintenant devant chez moi, et je voyais à son expression qu'il était surpris et confus. J'ai pris une grande inspiration, j'ai enlevé mes gants de jardinage et je me suis dirigée vers le portail. « Salut, fiston. Quelle surprise de te voir ici. » Ma voix était plus ferme que prévu. Il est sorti de la voiture, l'air confus. « Maman, c'est quelle maison ? Tu travailles ici ?» Sa question m'a fait sourire intérieurement. Il n'arrivait tout simplement pas à imaginer que cette maison soit la mienne. Pour lui, il était impossible que ce vieux raté ait une si belle maison. « C'est ma maison, Ricardo. Ma propre maison. »
J'ai prononcé ces mots lentement, savourant chaque syllabe. Son expression a complètement changé. La confusion passa à l'incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'envie. Camilla sortit de la voiture et s'approcha de nous, examinant la maison de haut en bas, avec cette expression de quelqu'un qui examine chaque détail. « Belle-mère, quelle belle maison. Comment l'as-tu obtenue ?» Sa question ressemblait plus à une enquête policière qu'à une véritable curiosité. « Tu travailles, Camilla, tu travailles dur et tu économises chaque centime pendant des années. » J'ouvris le portail et les invitai à entrer. Luya me serra fort dans ses bras. Elle avait encore grandi et devenait une belle adolescente. « Grand-mère Lucie, ta maison est si belle », me chuchota-t-elle à l'oreille, et je sentis qu'elle était sincèrement heureuse pour moi. En traversant la maison, j'observai les réactions de chacun. Luya était ravie de tout, surtout du jardin fleuri. Camilla fit des commentaires qui semblaient être des compliments, mais qui étaient clairement des questions. « Quel nouveau meuble, belle-mère. Il devait coûter une fortune. Waouh, ce sol est tellement beau, il doit être cher à entretenir. » Ricardo, lui, était visiblement mal à l'aise. Il se promenait dans la maison en silence, observant chaque pièce avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Ce n'était pas de la joie pour l'exploit de sa mère, j'en étais sûre. J'ai préparé du café pour tout le monde et nous nous sommes assis sur la véranda. C'est là que Ricardo a finalement explosé. « Maman, je ne comprends rien. Comment as-tu acheté une maison pareille? Où as-tu trouvé l'argent pour ça ?» Sa question m'a profondément irritée, mais je suis restée calme. « Ricardo, j'ai toujours travaillé. Pendant toutes ces années, tu m'as cru à l'aise, j'économisais, je faisais le ménage, je vendais des snacks, j'économisais chaque centime. Il m'a fallu des années de dur labeur pour y arriver. » Camilla a failli recracher son café. « 6 ans. Tu faisais le ménage et tu ne nous l'as pas dit ?» Sa voix était indignée, comme si j'avais commis un crime en travaillant sans demander la permission. « Je n'ai pas jugé nécessaire de te le dire, » ai-je répondu calmement. « Tu m'as toujours fait comprendre que je devais redoubler d'efforts, que je devais arrêter de jouer les victimes. » C'est exactement ce que j'ai fait. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ricardo me regarda comme s'il voyait une inconnue. Camilla jouait avec son téléphone, visiblement mal à l'aise. Seule Luya semblait sincèrement intéressée, s'enquérant des fleurs, des oiseaux qui venaient dans le jardin, de la vie dans sa propre maison. Au bout d'1 heure, ils se levèrent pour partir. C'est alors qu'un événement bouleversa tout. Ricardo s'arrêta sur le seuil du salon, regarda à nouveau autour de lui et dit « Je suis si content que tu aies acheté une maison, maman. Camilla adorera vivre ici. » J'eus l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. « Quoi de neuf, Ricardo ?» Ma voix était basse, menaçante. Camilla s'approcha et posa sa main sur mon bras. « Oh, belle-mère, on se disait que maintenant que tu as cette grande maison, ce serait parfait pour toute la famille. On pourrait venir vivre ici avec toi. J'imagine déjà comment on va décorer la chambre de Luya. » Le monde s'est arrêté un instant. Ils pensaient vraiment que j'avais acheté cette maison pour eux. Qu'après des années d'humiliation, de manque de respect, d'être traité comme une nuisance, j'allais simplement leur offrir ma plus grande réussite sur un plateau d'argent. « Attendez un instant, » dis-je en me levant de ma chaise. J'ai pris une grande inspiration, souris légèrement et me suis dirigé d'un pas décidé vers la cuisine. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je n'aurais jamais cru devoir utiliser. « Police militaire, je voudrais signaler une tentative d'intrusion. » Je suis retourné sur le porche, où ils discutaient avec animation de leur plan pour la maison. Ricardo parlait de transformer mon coin lecture en bureau. Camilla mesurait mentalement l'espace pour leurs meubles, et Luya, la pauvre, semblait gênée par la situation. « Il faudra attendre encore un peu, » ai-je annoncé calmement. J'ai appelé quelqu'un pour clarifier la situation. Ricardo a froncé les sourcils, mais je n'ai pas répondu. Expliques. 15 minutes plus tard, 2 policiers militaires sont arrivés à ma porte. C'étaient 2 jeunes hommes polis qui m'ont salué respectueusement. « Avez-vous signalé l'incident ?» « Oui, » ai-je répondu fermement. « Ces gens essaient de s'emparer de ma maison. Ils prévoient de vivre ici sans ma permission. » Ricardo a failli s'évanouir en voyant les policiers. « Maman, as-tu appelé la police? On est ta famille. » Sa voix était aiguë, désespérée. « C'est exactement pour ça que j'ai répondu calmement. Parce que vous êtes ma famille et que vous devriez me respecter, pas essayer de prendre ce qui m'appartient. » L'un des policiers m'a demandé les papiers de la maison. Je lui ai montré tous les papiers, l'acte de propriété, la taxe foncière, les reçus de paiement. Tout était à mon nom, légalisé. L'agent a regardé Ricardo et Camilla. « Vous vivez ici ? » « Non, mais, »
a commencé Camilla. Alors vous n'avez aucun droit sur cette propriété. L'agent l'a interrompu. Il s'est tourné vers moi. Tu veux qu'il parte? Oui, ai-je répondu sans hésiter. Et je veux que ce soit consigné qu'ils ont essayé de s'emparer de ma maison. Je pense que notre conversation s'arrête là, ai-je dit en me levant. Tu peux partir. Quand tu auras appris à me traiter avec respect, tu seras la bienvenue pour une visite. Juste une visite. Ricardo a tenté de protester. Maman, tu es injuste. Nous sommes ta famille. Une vraie famille n'humilie pas, ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Une vraie famille ne rabaisse pas. Elle se soutient et est fière des réussites de chacun. Vous n'avez jamais été ma vraie famille. Vous étiez juste des gens qui profitaient de ma gentillesse. Après le départ de la police et la disparition de la voiture de Ricardo au coin de la rue, je me suis assise sur ma chaise longue et j'ai pris une grande inspiration. Le silence qui a suivi n'était pas vide, il était empli d'une dignité retrouvée. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais posé des limites et je les avais défendues jusqu'au bout. Béatrice est apparue au portail quelques minutes plus tard, inquiète. Elle avait vu la voiture de police et voulait savoir si tout allait bien. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et sa réaction m'a surprise. Au lieu d'être choquée, elle a applaudi. « Marlucie, tu as été parfaite. » Combien de temps avait-il besoin d'entendre ça? Ce soir-là, seule chez moi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert une bouteille de vin que j'avais gardée pour une occasion spéciale. Je me suis amusée dans le jardin éclairé par la lune. J'ai levé les yeux vers le clair de lune et j'ai plaisanté, « Ma nouvelle vie, Marluce, tu l'as faite. » Les jours suivants, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Je me suis réveillée sans ce sentiment de manque, sans l'angoisse constante de ne suffire à personne. Ma maison, mon jardin, ma vie, tout m'appartenait vraiment, gagné à force de sueur et de détermination. Ricardo a essayé de m'appeler plusieurs fois pendant la semaine. Je n'ai pas répondu aux premiers appels. Quand j'ai finalement répondu, il a commencé avec cette voix manipulatrice que je connaissais bien. « Maman, tu as réagi de manière excessive. Appeler la police pour ta propre famille? » Ai-je répondu calmement. « Ricardo, toi et Camilla êtes entrés chez moi et avez commencé à faire des projets pour vivre ici sans même me demander. Ça a un nom, une tentative d'appropriation. Si vous aviez été des inconnus, j'aurais fait la même chose. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis il tenta une autre approche. « Mais maman, Luia était traumatisée. Elle ne comprenait pas pourquoi tu avais fait ça. Ça a fait déborder le vase. N'utilise pas ma petite fille pour me faire chanter, Ricardo. Luia était gênée que tu la mettes dans une situation embarrassante. Elle a dû voir ses parents essayer de s'emparer de la maison de sa propre grand-mère. Au cours des semaines suivantes, j'ai instauré une routine qui m'a apporté un bonheur paisible. Je me levais tôt, je m'occupais du jardin et je buvais un café sur la véranda en lisant un livre. Parfois, Donna Cosessao venait me rendre visite. D'autres fois, c'était Béatrice ou une voisine du groupe de marche. Ma maison est devenue un lieu de rencontre pour des femmes qui, comme moi, valorisaient l'indépendance et l'amitié sincère. Le docteur Fernanda est devenu une visite fréquente. Lors d'une de ces visites, elle m'a apporté une nouvelle intéressante. « Marlucie, saviez-vous que votre histoire inspire d'autres femmes du quartier? Donna Rosa, qui habite au bout de la rue, m'a dit qu'elle avait décidé de retourner à l'école après avoir entendu ton histoire. Elle m'a dit que si on pouvait acheter une maison à 70 ans, elle pourrait obtenir son diplôme à 65 ans. J'ai été émue. Je n'aurais jamais imaginé que mon parcours puisse inspirer qui que ce soit. Toute ma vie, je me suis vue comme une personne ordinaire, sans rien de spécial à offrir. Découvrir que mon combat avait touché d'autres personnes m'a donné le sentiment que tout cela en valait la peine. Un mois après l'incident avec la police, Luia s'est présentée seule à ma porte. C'était un samedi après-midi, et elle était arrivée en bus. J'ai eu un pincement au cœur en la voyant. Elle avait maigri, le regard triste. « Grand-mère Lucie, je peux te parler ?» Je lui ai préparé un goûter spécial et nous nous sommes assises dans le jardin. C'est là qu'elle m'a raconté ce qui se passait à la maison. Maman et papa étaient très en colère après ce jour-là. Ils disent que tu es ingrate, que tu te fiches de ta famille, mais je ne suis pas d'accord avec eux, grand-mère. J'ai pris sa main dans la mienne. Luia, tu es assez grande pour comprendre certaines choses. Quand tes parents sont arrivés ici, ils ne m'ont pas demandé si je voulais vivre avec toi. Ils ont simplement décidé de vivre chez moi. Est-ce juste? Elle secoua la tête. Non, grand-mère. Et je sais qu'ils disent toujours du mal de toi. Ils disent que tu es une ratée, que tu n'as rien accompli dans la vie. La vie. Mais regarde ta maison.
Tu l'as fait, toute seule. Nous avons parlé pendant des heures. Je lui ai expliqué le respect, les limites, l'importance de se battre pour ses rêves. Elle m'a écouté attentivement et, en partant, elle m'a serré fort dans ses bras. Grand-mère, je suis fière de toi, et quand je serai grande, je veux être forte comme toi. Ces mots m'ont profondément marquée. Si le seul point positif de toute cette situation avait été de montrer à ma petite fille qu'une femme peut être forte et indépendante, cela aurait valu tous les sacrifices. Au cours des mois suivants, Ricardo a tenté plusieurs approches pour me convaincre de revenir à la normale. Il m'a envoyé des fleurs pour mon anniversaire avec une carte d'excuses. Il m'a appelé en faisant semblant de s'inquiéter pour ma santé. Il s'est même pointé à la boulangerie où je travaillais, essayant de me convaincre devant mes collègues. Mais j'avais définitivement changé. Je n'étais plus cette femme qui acceptait des miettes d'affection en échange d'humiliation. Je traitais Ricardo avec politesse quand c'était nécessaire, mais sans sacrifier ma dignité. Lorsqu'il appelait, je répondais, parlais normalement, mais je ne cédais pas à ses manipulations. Camilla, à son tour, a tout simplement disparu de ma vie. Elle ne m'a plus jamais appelé, n'est plus jamais venue me voir. Pour elle, je n'avais de valeur que tant que je pouvais être utile ou exploitée. En m'affirmant, j'ai perdu mon utilité et je suis devenue persona non grata. Curieusement, cela m'a soulagée. J'ai réalisé que pendant des années, j'avais essayé de gagner l'amour d'une personne qui ne pouvait tout simplement pas m'aimer vraiment. J'étais libérée de ce fardeau émotionnel. Aujourd'hui, cela fait 1 an que j'ai emménagé dans cette maison. 1 an que j'ai retrouvé ma dignité. Je suis assise sur ma véranda, contemplant le jardin qui fleurit chaque jour davantage. Et je peux dire avec certitude que c'était la meilleure décision de ma vie. Ma routine est désormais remplie de choses qui me procurent un réel plaisir. La promenade matinale en groupe, les soins aux plantes, les conversations avec mes chers voisins, les livres que je lis tranquillement, le café que je bois, savourant chaque gorgée, des petits plaisirs que je ne m'étais pas permis pendant des années. Ricardo essaie encore de temps en temps de retrouver son ancienne vie, mais il a appris qu'avec moi, il est différent. Je suis polie. Je suis affectueuse lorsqu'il me montre un respect sincère, mais je n'accepte plus le manque de respect sous quelque forme que ce soit. Luia vient me rendre visite régulièrement, toujours seule ou accompagnée de Donna Conceição. Notre relation s'est grandement renforcée. Elle me voit désormais non plus comme la grand-mère pauvre, mais comme la grand-mère forte et indépendante qui s'est battue pour ses rêves et a réussi à les réaliser. Parfois, lors d'après-midi tranquilles, je repense à tout ce parcours. Je pense à la femme que j'étais il y a 1 an, peu sûre d'elle, demandant toujours pardon d'exister, acceptant tout au nom de l'amour familial. Et je regarde qui je suis devenue. Une femme de 71 ans qui a découvert qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité. Ma maison est devenue plus qu'un toit. Elle est le symbole de mon indépendance, de ma capacité à tout recommencer, de ma force à dire non quand il le faut. C'est la preuve physique que je ne suis pas une ratée, que je ne suis pas incapable, que je ne mérite pas le respect. Quand je regarde vers l'avenir, je ne vois plus ni incertitude ni peur. Je vois une femme qui a appris à s'estimer, qui a construit un réseau d'amitié sincère, qui possède une maison gagnée par un travail honnête. Je vois quelqu'un qui a appris à sa propre petite fille que la force n'a pas d'âge et que le respect ne se mendie pas, il se mérite. Et si on me demandait si je ferais tout différemment, je répondrais non. Chaque larme, chaque sacrifice, chaque instant de solitude m'ont amené ici, dans ce lieu de paix, de dignité et de respect de soi que je n'avais jamais connu auparavant. C'est chez moi, c'est ma vie, et finalement, c'est moi. Cette histoire vous a touché. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous. À ma place, que feriez-vous? Votre message pourrait illuminer la journée de quelqu'un. M.